Vous écoutez Populse, le podcast qui aborde tous les arts et la pop culture pour parler de notre société. Je suis Manon Loumeau et je propose des épisodes seuls autour d'un sujet qui me tient à cœur et des discussions libres avec un ou une invitée qui vient me parler d'une œuvre qui fait battre son cœur. J'espère que vous avez passé un bel été et de bonnes vacances. Maintenant c'est la rentrée, il pleut et dans un peu plus de 2 mois j'ai 30 ans. Voilà, alors rien de mieux pour cette rentrée particulière que de vous parler d'un personnage de la pop culture et de sa psychologie, mais aussi d'un animal et de ses représentations culturelles. Je veux bien sûr parler de l'âne, animal que j'adore. On l'a vu au cinéma dans Au hasard Balthazar de Bresson et plus récemment dans EO, traduit Ian en français, de Skolimowski. Les enfants connaissent les BD d'Ariol, décrit comme étant un craquant petit âne bleu à lunettes qui rencontre tous les problèmes existentiels des enfants timides et attachants. On l'a aussi vu à la télé avec Bourriquet, l'ami mélancolique de Winnie l'ourson, ou encore avec l'âne Trotro, personnage rieur et héros du quotidien des enfants. Et puis bien sûr, la star des ânes, celui qui sera au cœur de cet épisode parce qu'il est précieux à mon cœur, l'âne de Shrek. Commençons par une petite présentation des films de la franchise Shrek. Alors le premier est sorti en 2001, il est réalisé par Andrew Adamson et Vicky Jameson, produit par DreamWorks Animation, c'est en fait une parodie de conte de fées qui est adaptée du livre illustré Shrek de William Steig, paru lui en 1990. Le film est sélectionné en compétition au Festival de Cannes en 2001 et il a été le premier film à recevoir un Oscar du meilleur film d'animation en 2002. On a donc dans Shrek un trio de personnages principaux composés de Shrek, de l'âne et de princesse Fiona, ainsi que des personnages secondaires qui gravitent autour suivant les opus de la franchise. Il y a d'ailleurs à ce jour 4 Shrek. Le 5e est réalisé mais pas encore sorti, c'est prévu pour 2027. On a donc parmi les personnages secondaires des alliés comme le chapeauté ou la dragonne et des antagonistes comme Lord Farquaad, Charmant ou encore le nain Tracassin. J'ai choisi de vous parler de l'âne de Shrek tout simplement parce que c'est un personnage qui me touche, que je comprends et que je pense être beaucoup plus complexe qu'il ne paraît. Mais alors, que cache sa carapace humoristique ? L'âne a une âme sensible, il aime à l'inconditionnel et dans la constance, ce qui se traduit notamment par sa fidélité. C'est un être blessé qui a une peur bleue de la solitude et de l'abandon. On pourrait même se demander si l'âne ne souffrirait pas d'un petit attachement anxieux, d'une dépendance affective qui le rend vulnérable et un peu collant. Je suis pas psy, mais on peut justifier ça par le fait que sa confiance en lui a été altérée, alors il a toujours besoin d'être rassuré. Je suis convaincue que l'âne est un personnage universel et que toute personne hypersensible et ou qui a peur du rejet peut se reconnaître en lui. Il y a quelques années, je ne sais plus dans quel contexte, mais on m'a demandé si tu devais être un personnage de film ou de série, lequel serais-tu ? J'aurais pu immédiatement penser à un personnage d'humaine, de femme, dans un film contemporain, qui me ressemblerait davantage, mais non. Celui qui m'est venu spontanément à l'esprit, c'est l'âne de Shrek, qui dépasse pour moi à la fois la catégorisation animale versus humaine et même la question du genre en soi. Je l'ai dit sans réfléchir, et cela m'a questionné. Alors pourquoi l'âne de Shrek ? Ça méritait bien une réflexion et un épisode de Populse. L'âne, dont on ne connaît pas l'origine, est dépourvu de prénom. Alors bon, c'est inexact, car dans la version originale en anglais, il est appelé Joe, mais c'est en réalité le diminutif de Donkey, l'âne. Il est donc ramené à sa condition par cette absence de nom affectif, et qui lui vaut donc le simple sobriquet d'âne. J'ai dit sa condition d'âne, mais de quelle condition on parle ? C'est le moment de faire une petite histoire de l'âne et de ses représentations. Dans l'Antiquité grecque, l'âne est déprécié, en comparaison au cheval. L'âne a pour mission de porter des affaires, et rarement des hommes, ou sinon toujours des hommes de rang inférieur, contrairement à son cousin équidé. L'âne souffre d'une double comparaison, celle avec le cheval, qui est évidente, mais aussi celle avec le bœuf, car contrairement à ce dernier, l'âne ne laboure pas la terre, considérée comme étant une activité noble. Et cela se traduit dans la littérature et la philosophie antique, par exemple l'ombre de l'âne, qui est un proverbe que l'on retrouve dans les écrits de Plutarque, qui rapporte les dires de Démosthène, pour être précise, signifie « chose sans importance ». Ou encore, une des punitions ultimes que l'on retrouve chez Platon est celle de se réincarner en âne pour les personnes qui ont eu une vie paresseuse et trop gourmande dans le passé. Cette idée a persisté dans l'imaginaire collectif et la distinction cheval-ville versus âne-campagne a participé au mépris de classe et à la domination sociale dont est victime l'âne à l'image des femmes et des hommes des classes les plus pauvres. Or, c'est parce que l'âne est associé à ce qui est ordinaire qu'il a cette grande qualité qu'est l'humilité. Et si on prend par exemple la fable de La Fontaine, les animaux malades de la peste, c'est l'honnêteté de l'âne qui est mise en valeur, car il est naturellement imparfait et le reconnaît. Il est le seul à confesser ses péchés et se voit alors désigné comme le coupable parfait de la malédiction sanitaire qui s'abat sur ce royaume. Son humilité lui joue des tours face aux autres animaux qui en sont dénués.
Il est victime de l'arrogance des autres. De même que les autres animaux se cachent derrière des discours obscurs, bien ficelés, mais qui au fond ne veulent rien dire, et qui ne servent finalement qu'à déguiser leurs fautes, l'âne est le seul qui, je cite La Fontaine, utilise le parler net, et ne trompe pas son auditoire. Peut-être serait-il intéressant un jour d'écouter les plus humbles et de ne pas se laisser berner par les égos surdimensionnés des puissants. Bon, je pose ça là. Ceci dit, la condition de l'âne dans les fables de La Fontaine, elle n'est pas toujours tip-top. On s'en moque souvent et La Fontaine le premier. L'âne est très souvent objectivé, mais on ne va pas pouvoir tout traiter dans cet épisode, alors ça tombe bien, je vais pouvoir raconter ce qui m'arrange, et donc on va s'arrêter à la fable des animaux malades de la peste. Si on s'attarde maintenant sur le conte Peau d'âne de Charles Perrault, qui a donné lieu au film culte de Jacques Demy, le roi s'enrichit grâce à son âne qui fait caca de l'or. Outre que cela n'anoblisse pas le statut de l'argent, cela montre aussi que le roi s'enrichit par l'exploitation de cet âne, métaphore du peuple et de la force travail qui enrichit les dominants. On retrouve ici la logique du capitalisme. Et cet âne sacrificiel a une valeur bien plus grande que tout l'or du monde. Il a celle de la protection contre le crime ignoble de l'inceste dont est menacée la princesse, et qui, en faisant corps avec l'animal, deviendra peau d'âne et se sauvera. L'âne est aussi l'animal loyal par excellence, qui encaisse les coups de la violence humaine comme Ajax dans l'Iliade d'Homère, frappé par des coups de bâton assénés par des enfants, ou encore Balthazar dans le film de Robert Bresson, malmené, maltraité jusqu'à sa perte. L'âne est pacifique et sa constance peut être synonyme de sagesse. Notons d'ailleurs qu'au Moyen-Âge, le bonnet d'âne était fait pour les petits clercs pour les rendre aussi intelligents que l'âne et leur communiquer réflexion et sagesse, mais que l'école de Jules Ferry bien plus tard a déformé cette tradition en faisant porter ce signe honteux par les mauvais écoliers pour les humilier. Alors j'ai parlé de sagesse, certes, mais cela ne veut pas dire que l'âne n'a pas de répondant, il ne se laisse pas toujours faire, et le qualificatif de têtu lui vient du fait qu'il n'obéit pas coûte que coûte aux ordres des dominants, autrement dit aux humains qui l'esclavagisent. Il remet en cause la hiérarchie humaine sur l'animal et le fait comprendre, par son refus d'avancer, par exemple, comme Patrick dans la comédie de Caroline Vignal, Antoinette dans les Cévennes. Cette désobéissance notoire est une manifestation de l'intelligence de l'âne. Au sujet du film Antoinette dans les Cévennes, mon amour pour les ânes et la curiosité qu'a éveillé en moi ce film concernant l'idée de faire peut-être un jour ce chemin de Stevenson dans les Cévennes m'a poussé à acheter le livre, qui s'intitule donc Voyage avec un âne dans les Cévennes, qui est écrit par Stevenson et paru en 1879. Alors je l'ai acheté cet été pour en parler dans l'épisode. Eh bien, quelle déception. C'est tellement empreint de misogynie bien violente et de passages de maltraitance animale, derrière certes de beaux paysages, que je n'ai pas réussi à lire plus de 10 pages, et les 10 premières et les 2 dernières pour être sûr que je me trompais pas. Bref, je me suis promis d'oublier cet ouvrage en respect pour Modestine, l'ânesse violentée tout du long. C'était un petit aparté sur la fabrication de l'épisode et pour vous inviter à ne pas vanter les prouesses d'un livre avant de l'avoir lu vous-même. Note à moi-même, j'y peux rien, j'ai fait Sciences Po. Reprenons avec du positif. Dans un court reportage de France Inter sur l'association Corps et Ânes, qui fait de la médiation animale en Charente, à un moment l'intervenant dit « Le cheval obéit, l'âne coopère ». J'aime beaucoup cette réflexion. Et peut-être serait-il temps de repenser la signification de l'âne de Sancho Panza face au cheval de Don Quichotte. Est-ce bien une marque de bêtise versus d'intelligence, ou bien le marqueur de l'humilité, de la loyauté et du lien à la terre, de l'ancrage dans le réel, contre la divagation et le délire de grandeur du chevalier à la triste figure ? Dans une autre œuvre littéraire classique, L'âne d'or ou les métamorphoses d'Apulée, écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, et dont il existe de multiples interprétations, Lucius, métamorphosé en âne par des sorcières pour curiosité excessive, va être témoin de la cruauté des hommes dans les domaines du commerce et de l'intime, et victime de maltraitance de ces hommes-là. Être âne lui permet d'avoir un sens des réalités terrestres plus fort et de faire l'éloge de ce qui est ordinaire et de l'humilité. Et pour retrouver sa forme humaine, il comprendra à la fin de son initiation qu'il doit, je cite, « manger des roses, symbole de l'amour à donner et à recevoir ». Mais alors dans tout ça, l'âne de Shrek, c'est qui ? Il a la voix d'Eddie Murphy en anglais et celle de Med Hondo en français. On ne sait pas d'où il vient, à part qu'il a failli être vendu par une femme maltraitante à Lord Farquaad, ce qui peut constituer une blessure d'abandon et une conscience de la violence des humains. Il y a une théorie qui circule sur internet qui voudrait que le personnage de l'âne soit issu du conte de Pinocchio, et plus précisément que ce soit en fait un petit garçon envoyé sur l'île au plaisir et qui a été changé en âne.
notamment à cause de ce passage de Shrek 3 où, en arrivant au lycée du futur héritier du trône, Lan se remémore ses traumatismes scolaires et ses humiliations vécues. Alors, est-ce que Lan était humain avant d'être Anne ? Personnellement, je n'ai pas envie d'expliquer son humanité par sa condition d'ancien humain, justement, parce qu'elle est tout sauf gage de bienveillance. Alors pour moi, Lan c'est Lan, dans toute sa singularité, d'Anne qui parle. Sa caractéristique première, c'est d'être bavard. Il remplit les espaces de silence par l'humour, et par cela, il se protège et cherche l'interaction continue avec Shrek, ce qui montre une peur excessive du vide et de la solitude. Et il fredonne de cet air dramatique « Because I'm tout seul, il n'y a personne beside me ». Il a compris que cet humour est une arme et qu'elle lui permet de créer du lien et d'attendrir même les plus durs, comme on le voit dans Shrek 4 avec les ogres résistants. Lan sait comment se servir de ses ressources personnelles pour s'en sortir, il a un sens de la débrouille, et avoir peur de la solitude ne veut en aucun cas dire que Lan n'est pas autonome. Lan est fidèle, il est loyal. On le voit dans tous les films de la franchise, et même dans le 4e où il commence à ressentir de la peur à l'égard de Shrek, redevenu pleinement ogre à cause d'un sortilège et d'une manipulation de Tracassin. Même si Shrek s'est perdu dans les ténèbres et que Lan ne le reconnaît plus, il va l'aider à revenir à la raison. Il ne le laisse pas tomber, et fait tout pour retrouver l'ami qu'il aime. Avec Lan, on danse et on chante. C'est le bon pote avec qui se vider la tête en faisant un karaoké, comme on le voit à la fin du premier Shrek quand il chante And I'm a believer pour fêter l'amour entre Shrek et Fiona. Ou à la fin du Shrek 2 avec Poté, quand ils mettent l'ambiance en chantant Living la vida loca sur scène. Lan est toujours là pour fêter les heureux événements et il se réjouit de la joie de son ami. Il y a 2 moments du premier Shrek, le meilleur tout de même, qui dit beaucoup de la bonté de Lan. Le moment où il ne comprend pas pourquoi Shrek se compare à un oignon et pas à un clafoutis, alors que tout le monde déteste les oignons et adore le clafoutis, il ne saisit pas là et n'envisage pas la dévalorisation de son ami. Tout comme le moment où Shrek, énervé, veut se débarrasser de Lan et lui dit « Je suis quoi ?» et Lan, qui ne lui veut que du bien, lui dit « Très très grand ?» Alors que la réponse de Shrek agacé allait être bien entendu « Je suis un ogre ». Et Lan a cette sincérité magnifique, il lui dit « Je t'aime comme tu es ». Plus tard, toujours dans ce premier opus, la sincérité de Lan revient lorsqu'il remémore quelque chose à Shrek pour le réconforter et qu'il lui dit « Quand on s'est rencontrés ». Et c'est très rare de mentionner ce moment de la rencontre, ce moment de l'alchimie entre 2 personnes en dehors du lien amoureux, du cadre romantique. On se souvient et on raconte la rencontre avec son mec ou sa meuf, mais on revient rarement sur la rencontre avec tel ou tel ami. Lan laisse parler ses émotions. Il n'en a pas honte, et c'est quelque chose d'assez rare dans les amitiés masculines qui sont représentées dans la pop culture. Il n'y a ni véritable complémentarité ni rivalité dans la composition de ce duo qui se forme naturellement. Le duo de Shrek et Lan, c'est une ode à l'amitié comme espace de découverte de l'autre et de soi, espace d'émancipation, pour reprendre les termes d'Alice Rebaud dans son éclairant livre Nos puissantes amitiés, qui traite plus particulièrement de l'amitié féminine et notamment de son absence de représentation dans la culture et dont malheureusement Shrek contribue aussi pour la peine. Dommage. Mais pour reprendre ce qu'explique Alice Rimbaud à propos de l'amitié, et en parlant du lien amical en général, il y a une valorisation du duo Lan-Shrek, autant voire plus que les duos amoureux que l'on trouve dans ces films, même si ce lien est a priori improductif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de descendant de cette union, et donc pas une évolution ascendante concrète aux yeux de tous de cette relation. Il y a tout de même un lien continu, et rien n'aurait été possible pour l'un comme pour l'autre sans cette union. Sans cette amitié, pas d'amour romantique entre Shrek et Fiona, ou entre Lan et la dragonne, pas de surpassement de leurs peurs. Ils se donnent mutuellement confiance et permettent de se réaliser en tant qu'individus. Quand Shrek apprend qu'il va être papa, et que cette nouvelle le terrifie, encore une fois, son ami est là pour l'épauler dans cette aventure. Nous, faisant référence à Lan et Poté, on est là pour t'aider, lui dit-il. L'animal, l'âne, en tant que tel, il a cet air mélancolique qui laisse entendre qu'il a une vie intérieure et qui n'est pas indifférent au monde qui l'entoure. Leur regard vers le bas, la sonorité de leur braiement si particulière font d'eux des êtres doués d'émotions, comme en témoigne leur représentation au cinéma, notamment dans Au hasard Balthazar de Bresson ou E.O. de Skolimowski, qui sont 2 films que j'aime beaucoup. Balthazar, qui a reçu de l'amour de Marie, interprété par Anne Wiazemski, en est nostalgique, une fois vendu et jeté sur les routes. Il est victime de tous les vices des hommes, jusqu'à en mourir. Comme dans E.O., où on circule au gré des rencontres de l'âne, bonnes ou mauvaises, souvent très mauvaises, car humaines et donc soumises à des logiques de domination de l'homme sur l'animal, tout cela à travers le regard de cet âne et à travers ses affects. Ce sont des films de fiction où l'animal est le protagoniste, non personnifié, à travers lequel le spectateur fait toute l'expérience du film sans avoir besoin de s'identifier à un ou une être humain.
Mais pas la peine d'être cinéphile pour parler de la représentation des ânes. Il suffit de repenser à un personnage de son enfance, Bourriquet, le pote de Winnie l'ourson, pour se rendre compte de tout cela. Mélancolique, qui tend parfois vers l'état dépressif, Bourriquet est un hypersensible. Il y a peu de personnages pour les enfants qui montrent leur faiblesse, si je peux dire, ou en tout cas leur faille psychologique. Et pour le faire, quel animal de mieux que l'âne? Est-ce que c'est parce qu'il est proche des hommes et qu'il est clairvoyant qu'il en éprouve du malheur? N'oublions pas que l'âne Benjamin est le seul à savoir lire dans La ferme des animaux de George Orwell. Il est le seul à pouvoir avoir une connaissance précise du monde et des politiques qui le régissent. On pourrait finir sur Cadichon, l'âne qui écrit ses mémoires chez la comtesse de Ségur. Mais je ne suis pas convaincue par la morale de cette histoire, qui voudrait que certes l'âne soit doué d'une grande intelligence et qu'il doit apprendre à aimer, mais tout cela pour être au service de ses maîtres les humains, bon, moyen. Mais ça me permet tout de même de parler des enfants, et avec ça de finir la boucle avec notre ami l'âne dans le Shrek 2, où il prend la place de l'enfant fictif entre Shrek et Fiona, avec son « on est presque arrivé » répété jusqu'à épuisement. Il ne maîtrise pas l'ennui, comme les enfants, et en même temps il se fait une place aux côtés du couple, dans le but de former la famille qui le sécurisera. Je le cite à l'arrière de la calèche, « Qu'est-ce que je me fais braire ?» « Eh ben t'as qu'à te trouver un petit jeu de patience, lui répond Shrek. Patience, patience. Ça me fait penser à quelque chose. Au poème de Victor Hugo, L'âne, 1880. Je l'ai trouvé sur internet et je vais vous en faire une lecture. Colère de la bête. Un âne descendait au galop la science. Quel est ton nom, dit Kant. Mon nom est Patience, dit l'âne. Oui, c'est mon nom, et je l'ai mérité. Car je viens de ce fait où l'homme est seul monté, et qu'il nomme savoir, calcul, raison, doctrine. Kant portait le licou sanglé sur la poitrine. Avoir dès son bas âge âpre et morne combat, l'os de l'échine usé par la boucle du bas, subir de l'aube au soir la secousse électrique, d'une aire de bœuf parfois relayée par la trique, être tremblant de froid ou de chaud étouffant, happé par le matin, lapidé par l'enfant, tomber de l'un à l'autre et traverser les glogues, de la pierre alternant avec le bouledogue, vivre d'un chargement effroyable bossu, les autres ont la peau maigre ayant tant reçu, le long de chaque côte et de chaque vertèbre, de coups de fouet que d'âne on est devenu zèbre, tout cela qui te semble assez rude n'est rien, et le fouet est à peine un souffle éolien, et les cailloux sont doux et la raclée est bonne, à côté de ceci suivre un cours en Sorbonne, vivre courbé 6 mois, peut-être un temps plus long, sous une chaire en bois qu'habite un cuistre en plomb, dresser son appareil d'oreilles au passage, des clartés du savant et des vertus du sage, épeler vos suscles et salients, écoutez la façon dont l'homme fait en. J'espère qu'avec cet épisode vous comprendrez pourquoi l'âne fait le pont entre l'homme et l'animal et nous pousse à remettre en question la domination de l'un sur l'autre et de l'homme sur l'animal de manière générale. Et si vous n'avez jamais vu les 4 Shrek, il n'est jamais trop tard, à part quand on a mouru. Bon, là c'est trop tard. Mais rien de mieux que de regarder Shrek pour se marrer devant la meilleure parodie de contes pour les grands et les petits. Et on attend avec impatience le spin-off de l'âne prévu pour 2028 qui, je l'espère, sera à la hauteur du personnage. C'était Popples, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.